Salut Moussaillon, aujourd'hui on va parler de la route du Rhum. Quand aura lieu le départ, quel type de bateau participe, quel est le parcours, qui sont les favoris, le départ peut-il être reporté, comment cette course au large en solitaire est-elle devenue mythique, comment participer à cette course au large justement. Et bien aujourd'hui on va répondre ensemble à toutes ces questions là. Le 6 novembre prochain aura lieu le lancement de la route du Rhum. Sachez que tout au long de la course je proposerai chaque semaine un résumé des événements, alors surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper et pour suivre avec moi ce rendez-vous tant attendu. On en profitera aussi pour aller voir sur Virtual Regatta les différences stratégiques entre les e-skippers et les skippers, ça peut être super intéressant. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui me permet de créer tout ce contenu pendant la route du Rhum, Accastillage Diffusion. Ils sont aussi partenaires techniques des bateaux accompagnateurs qui assureront la sécurité pendant le départ. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Accastillage Diffusion, c'est un spécialiste de l'équipement bateau avec plus de 20 000 références réparties en 13 gammes de produits. Encordage, électronique, pièces moteurs, sécurité et plein d'autres. Vous pouvez retrouver tous leurs articles dans leur catalogue de 400 pages qu'ils diffusent chaque année, ou alors sur leur site où vous avez actuellement une réduction de 30% sur une sélection hivernage. Accastillage Diffusion, c'est aussi le premier réseau de magasins en Europe, soit 140 magasins partout dans le monde. Donc encore un grand merci à eux pour leur soutien, n'hésitez pas à aller les voir en magasin et passons tout de suite à la vidéo. Au niveau du parcours, rien de plus simple, on part de Saint-Malo pour arriver jusqu'en Guadeloupe. Et l'histoire, c'est toujours la même, on va essayer de chercher le meilleur compromis cap vitesse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher les endroits les plus vantés sans faire de trop gros détours pour y aller. Et donc ces histoires-là, ces calculs-là vont nous mener peut-être au nord des Açores, voire même au sud de Madère, il y a de la marge. En arrivant en Guadeloupe, on va demander au skipper de passer à l'ouest de l'île en laissant la bouée de basse-terre à tribord et en passant par le canal des Saintes. Et vous allez sûrement me dire que ce n'est qu'un détail et que ça permet juste aux spectateurs de regarder les bateaux arriver, mais en fait il y a de très beaux finishes qui se sont joués proche des côtes et en jouant notamment avec tous les effets de site qui vont avec. Et à l'approche des côtes, il y a même eu de moins beaux finishes. On peut par exemple parler de Alex Thompson qui en 2018 était premier de la flotte, il avait toutes les cartes en main pour gagner, mais voilà, il a eu une panne de réveil et donc à son réveil, il s'est pris la Guadeloupe, donc son bateau était fortement endommagé et à la fin c'est Paul Meillat qui a gagné. Le record actuel a justement été réalisé la même année par Francis Joyon qui a terminé la course en 7 jours, 14 h 21 minutes et 47 secondes avec 7 minutes et 8 secondes d'avance seulement sur le deuxième, François Gabard. La route du Rhum porte bien son nom, elle a été créée pour promouvoir cette boisson après l'éruption de la soufrière en Guadeloupe. Il fallait redorer l'image de l'île. À peu près au même moment, une autre course en large, la Transat anglaise, a changé son règlement pour limiter la taille des bateaux participants. Les organisateurs de la route du Rhum ont alors voulu aller à contre-courant de cette décision en laissant beaucoup plus de liberté à leurs skippers. C'est ainsi qu'a eu lieu la première édition en 1978. Et tout de suite, la course est entrée dans la légende. De grands marins ont pris place au départ, comme par exemple Kersozon, Malinowski, Poupon, Artaud ou même Alain Colas. Et pour ceux qui ne connaissent pas Alain Colas, c'est simple, c'était un marin de légende. On pourrait faire une vidéo entière sur lui. Il était justement l'un des favoris pour remporter la victoire. Mais justement, alors qu'il était dans le groupe de tête, il disparaît avec son bateau Manureva dans une tempête, sans laisser de traces. Et sa disparition tragique va marquer durablement l'histoire de la course. Mais cette première édition de la route du Rhum va aussi entrer dans la légende grâce à son finish. Après plus de 23 jours en mer, deux bateaux arrivent proches des côtes de la Guadeloupe. On a d'un côté l'immense monocoque de 21 mètres de Malinowski, et de l'autre côté l'outsider Mike Birch et son petit trimaran jaune de même pas 12 mètres. Déjà ce scénario-là était imprévisible, mais en plus Mike Birch va devancer Malinowski pour seulement 98 secondes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça fait plus de 23 jours qu'ils sont en mer, et à la fin ça se joue à quelques secondes. Et c'est à ce jour-là qu'on a vraiment pu voir que pour battre des records, il fallait passer au multicoque. Et sur les éditions suivantes, la légende de la course a continué à s'écrire, avec des événements malheureux et tragiques, mais aussi avec de très beaux moments, comme par exemple la victoire de Florence Artaud en 1990, et plus récemment la victoire très disputée de Francis Joyon devant François Gabard. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur ces événements marquants ou ces personnages, c'est vraiment passionnant, alors ce sera avec grand plaisir. Et maintenant, comment se qualifier à la route du Rhum? C'est justement ce qui donne beaucoup d'intérêt à cette course, c'est qu'en théorie, tout le monde peut s'inscrire et postuler à la route du Rhum. Il faut simplement répondre à un certain nombre de critères. Tout d'abord, l'organisation ouvre un certain nombre de places en fonction du type de bateau. Il faut aussi avoir 18 ans et avoir son bateau pour participer à la course. Ça me semble évident, mais c'est vraiment pas le plus facile à faire. Il faut aussi s'acquitter des frais d'inscription qui vont de 80 000 € pour les ultimes, les plus gros bateaux, jusqu'à 6 600 € pour les Rhum multi
et mono. Puis il faut valider un parcours de 1200 000 en conditions de course et en faisant au moins 120 000 au près avec un vent de force 5 sur l'échelle de Beaufort. Et tout ça évidemment avec le bateau qui fera la course, sinon ça sert à rien. L'objectif de cette qualification est de s'assurer que le projet est aussi solide que le bateau. Enfin, l'organisation se laisse une certaine liberté en distribuant des wildcards à des beaux projets qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur place. Alors maintenant, qu'en est-il de cette année? Qui sont les participants? Alors déjà, il faut savoir que les 138 participants ne jouent pas dans la même catégorie. Alors oui, déjà 138 participants, c'est énorme. Et donc on divise ces 138 participants en 6 types de bateaux différents. Évidemment, on ne va pas mettre dans le même classement les gros trimarans, les ultimes, avec les tout petits monocoques, ce serait pas juste. Mais évidemment, le plus beau, c'est d'arriver le premier en Guadeloupe, ça c'est indéniable. Alors quelles sont ces 6 classes différentes? Alors déjà, on a 3 classes de multicoques et 3 classes de monocoques. Dans ces multicoques, on compte notamment les ultimes, donc c'est des gros trimarans de 32 mètres de long et 23 mètres de large. Ce sont les bateaux les plus rapides qui sont sûrement les premiers arrivés en Guadeloupe. On a aussi les Ocean 50, donc c'est aussi des trimarans qui font à peu près 15 mètres de long et de large, ils sont 8 aussi. Et enfin, on a les ROM multi. Et avec les ROM multi, on retrouve un petit peu l'origine de la course, on est un petit peu moins strict avec le règlement, c'est une belle porte d'accès aux amateurs et donc on demande aux ROM multi d'avoir au moins 2 coques et d'avoir une longueur d'environ 12 mètres à 18 mètres de long et donc ils sont 16 participants cette année. Et donc de l'autre côté on a 3 classes de monocoques, on a les fameux IMOCA de 60 pieds donc ça fait un peu plus de 18 mètres, ils sont 37 participants cette année. On a aussi les KS 40 qui font 40 pieds soit un peu plus de 12 mètres de long, ils sont 55 cette année, c'est énorme. Et enfin on a les ROM mono, donc là c'est un peu le même esprit que les ROM multi, on leur demande de faire au moins 12 mètres de long et ils sont 14 participants cette année dans cette classe. Et maintenant lançons-nous au jeu des favoris. Alors évidemment ça va être très compliqué parce que cette année voilà le tableau est très relevé, la concurrence est très rude pour la première place dans chaque catégorie de bateau, mais on va quand même essayer de faire ça. Si jamais vous avez d'autres idées ou d'autres favoris, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On verra quel pronostic aura raison. Et commençons maintenant. Alors pour les ultimes, le grand favori serait le Maxi Edmond de Rothschild, skippé par Charles Caudrelier. C'est un bateau qui est à la fois très récent et très fiable. En effet, on a besoin qu'un bateau soit récent pour avoir les dernières technologies, mais on a aussi besoin qu'il ait un petit peu navigué pour avoir corrigé les défauts et optimisé son fonctionnement. Le bateau a notamment gagné la Transat Jacques Vabre l'année dernière, qui est un parcours plus ou moins similaire à la route du Rhum. La grosse différence, c'est que la Transat Jacques Vabre, c'est en duo, alors que la route du Rhum, c'est en solitaire. Alors il y a aussi François Gabard sur son S-Ver Lazartigue, Armel Lecléache sur son Maxi Banque Populaire, Thomas Coville sur son Sodebo, qui sont 3 concurrents très sérieux pour la victoire finale. Mais on peut aussi coter par exemple Francis Joyon, voilà, qui est tenant du titre, qui a un bateau un peu plus vieux, mais qui est à l'affût pour grappiller la première place. Alors justement, le trimaran de François Gabard fait débat au sein de la classe des ultimes. Son bateau récemment construit a d'abord été jugé non conforme pour participer aux courses, puis son équipe a réussi à avoir une dérogation pour participer à la route du Rhum, et c'est là que ça pose problème. En effet, tous les skippers ne semblent pas accepter pleinement cette autorisation à concourir, car selon eux, François Gabard a conçu son bateau sans suivre toutes les règles de construction, ce qui lui permet d'avoir un avantage aérodynamique qui serait non légitime. En cas de victoire de S-Ver Lazartigue, ce débat prendra sans doute encore plus d'ampleur. Pour les Ocean 50, c'est encore plus difficile de sortir un favori parmi les 8 participants. En effet, si on regarde dans la Transat Jacques Vabre 2021, donc une course de 15 jours, en fait les 3 premiers sont arrivés à 4 heures d'intervalle, ce qui est vraiment très peu. Alors si on prend cet ordre là, ça donnerait Primonial de Sébastien Rogue, ensuite on aurait Coesio skippé par Erwan Leroux, et enfin on aurait Sam Goodchild sur son bateau Letton. Le tenant du titre est selon moi un petit peu aussi le chouchou de cette classe, c'est Armel Tripon sur son bateau Les Petits Doudous, qui a aussi toutes ses chances pour remporter la victoire finale. Sur les IMOCA, en fait il y a 38 bateaux, il y a d'excellents marins, il y a d'excellents bateaux, des bateaux très performants, des bateaux très récents, c'est très difficile de se prononcer, mais en ce moment il y a un bateau qui marche un peu mieux que les autres, c'est le bateau Apivias skippé par Charlie Dalin, donc voilà, en ce moment il gagne beaucoup de choses. Il y aura aussi donc le tenant du titre de la Transat Jacques Vabre, Thomas Ruyan sur son bateau Linked Out, qui va aussi essayer de prendre la victoire finale, mais en tout cas ça va être une course très disputée dans cette classe là, et on a hâte de regarder ce que ça va donner. En classe 40 c'est encore plus difficile de se prononcer, ils sont 55 participants, et même s'ils ne jouent pas tous la première place, il y a quand même beaucoup de prétendants. En tout cas s'il faut dire un nom, on pourrait peut-être dire Johan Richomme sur son nouveau bateau Paprec Arkia, voilà, qui est en plus tenant du titre, mais en tout cas ça va être très dur pour lui de réitérer l'exploit d'il y a 4 ans. Alors en Rhum mono et multi, je ne préfère pas vous donner de favoris dans ces classes-là, mais je préfère vous faire découvrir des beaux projets parmi eux. Alors le premier projet, c'est le catamaran We Explore, skippé par Roland Jourdain, qui lui a déjà gagné notamment 2 fois la route du Rhum en IMOCA. Ce catamaran a notamment été construit à 5% en fibre de lin, qui a notamment remplacé la fibre de verre. J'aime beaucoup ce projet car il montre qu'il existe des solutions écologiques pour construire des bateaux qui restent performants. Alors évidemment, Roland Jourdain et son équipe savent que le bateau n'est pas complètement vert
et que ce n'est que le début de la fibre de lin, mais c'est une belle avancée et c'est grâce à des projets comme cela qu'on progresse selon moi dans le bon sens. On a aussi le projet de Philippe Poupon qui lui a gagné la Route du Rhum en 1986, qui a décidé de faire la course sur le bateau de son ami Florence Artaud, qui avait gagné la Route du Rhum en 1990 mais qui a disparu tragiquement dans un accident d'hélicoptère en 2015. Ce qui est dommage dans cette édition, c'est qu'on ne compte que 7 skippeuses, on est donc très loin de la parité, et on espère qu'à la prochaine édition, il y aura plus de femmes qui participeront. D'ailleurs, on parle beaucoup de Florence Artaud, mais il faut aussi rappeler que Hélène MacArthur et Anne Cazeneuve ont aussi remporté la Route du Rhum après elle. Alors comme je vous le disais, la Route du Rhum est une course ouverte à tous, et pour l'exemple, je voulais vous parler du projet de Jean-Sébastien Biard, qui va participer sur son First 42 conçu pour la plaisance, et qui a maintenant 28 ans. Évidemment, son objectif n'est pas du tout le classement, son objectif c'est vraiment de terminer la traversée. Il s'est fixé comme objectif de terminer avant la fin de la course, c'est-à-dire le 30 novembre. Et c'est ce qu'on aime dans la Route du Rhum, c'est qu'au départ de la course, on peut voir un ultime à côté d'un First 42 qui participe à la même régate. Alors maintenant, est-ce que le départ peut être reporté? Oui, il peut l'être. Si l'organisateur de la course juge que les conditions ne sont pas favorables au départ, donc en cas de vent trop fort ou de mer trop forte, on peut reporter le départ de la course. Et il n'y a pas vraiment de critères prédéfinis pour arriver à cette décision. D'ailleurs, ne regardez pas seulement le temps qu'il y aura le jour du départ, les conditions peuvent être parfaites, mais le départ peut quand même être reporté. Alors pourquoi? En fait, si une tempête arrive par exemple 2 jours après le départ et que l'organisateur voit que les bateaux ne peuvent pas l'éviter, eh bien il peut décider de laisser la tempête passer. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un petit peu la discussion qui a lieu justement. En fait, il y a un gros coup de vent qui arrive lundi, et donc en fait les ultimes devraient pouvoir passer avant, mais tous les autres bateaux devraient se manger ce gros coup de vent. Alors ce qui pourrait être décidé, c'est de quand même donner le départ, mais de dire aux bateaux de se réfugier au port le plus proche en cas de vent trop fort. En tout cas, ça va être un très gros test pour le matériel et pour le mental dès le début, ça va être super intéressant. Et maintenant, comment suivre le départ? Eh bien, le départ aura lieu donc le dimanche 6 novembre à 13h02. Vous pouvez regarder le départ sur France 2 ou sur la chaîne L'équipe. Le départ aura lieu au même moment sur Virtual Regatta, donc surtout n'oubliez pas de régler votre bateau. Et voilà Moussaillon, vous êtes maintenant prêts pour suivre de plus près cette édition de la Route du Rhum. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les résumés chaque semaine. Le premier aura lieu mardi prochain, juste après le passage de la tempête, ça va être super intéressant. Je pense justement qu'il y aura de très grosses différences entre les skippers sur Virtual Regatta et les vrais skippers. On analysera ça ensemble évidemment. Comme je vous l'ai dit, la course est ultra disputée sur toutes les classes et ça sera aussi l'occasion de vous parler de skippers dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo. Il y en a vraiment encore énormément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bon vent, ciao ciao.